De nouvelles grilles de lecture, des sujets de société, des enjeux actuels. Bienvenue à tous sur Regard en scène, votre podcast qui fait dialoguer l'art dramatique et le réel. Aujourd'hui, on se penche sur le harcèlement. En 2019, un sondage officiel a révélé qu'en France, plus d'un élève sur 5 déclarait être victime d'actes de harcèlement au moins quelques fois par mois. Le harcèlement, c'est un terme qui revient très souvent, c'est une problématique actuelle qui existe sous plusieurs formes. Tout d'abord, dans nos écoles, le harcèlement scolaire se manifeste par des violences répétées, physiques, verbales ou psychologiques, infligées à un élève par un ou plusieurs camarades. Ces comportements, qui s'inscrivent dans la durée, visent à isoler, humilier ou menacer la victime. Ensuite, dans nos maisons, à travers les réseaux sociaux, par messagerie ou via des forums, c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Ici aussi, des insultes, des rumeurs, des publications humiliantes ou des menaces, souvent anonymes. Le cyberharcèlement est tout autant destructeur puisqu'il suit l'élève en dehors de l'établissement scolaire, ce qui est d'autant plus difficile pour la victime puisqu'elle n'a jamais de répit. Même au sein de son propre domicile, là où il est censé se sentir en sécurité, l'adolescent ne peut pas être tranquille. De nombreuses conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement découlent sur les personnes atteintes. Ces conséquences, elles sont psychologiques, elles sont sociales, elles ont un impact destructeur au long terme. Si bien que les personnes anciennement harcelées rapportent davantage de troubles anxieux, de difficultés relationnelles ou d'un sentiment d'insécurité. Des dispositifs ont été mis en place en 2022 et 2023 pour prévenir et agir contre le harcèlement dans les milieux scolaires. On retrouve notamment le programme phare qui vise à éduquer les élèves sur les phénomènes de harcèlement, à développer leurs compétences psychosociales et à prévoir des interventions pour résoudre les situations signalées. La volonté de ce programme, c'est de créer un environnement protecteur autour des élèves. Il est important de signaler des situations de harcèlement grâce au numéro d'urgence 3018. Si vous êtes témoin ou victime, des personnes vous écoutent et sont là pour vous aider. Nous avons pris contact avec Vincent Cespedes pour échanger sur la question du harcèlement et du cyberharcèlement. Alors vous êtes philosophe et écrivain, vous avez théorisé sur le harcèlement, vous parlez notamment d'une logique de bouc émissaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, la logique du bouc émissaire, c'est très simple et très violent. Un groupe va mal, il y a de la peur, de la tension, de la honte, de la jalousie, du mal-être. Et au lieu de comprendre ce qui se passe, en fait, le groupe va choisir une cible. Un enfant va devenir celui qu'on peut attaquer, celui qu'on peut insulter, celui qu'on peut exclure, celui qu'on peut humilier pour rire. Et tout d'un coup, le groupe, il se sent mieux, il se sent uni, il se sent fort, mais il est uni par lâcheté. C'est ça la logique du bouc émissaire. Quelqu'un prend sur lui la violence des autres. Il devient la décharge émotionnelle du groupe. On lui colle une étiquette, alors ça peut être le gros, l'intello, le fragile, le bizarre, le gay, l'étranger, la victime. Et une fois l'étiquette collée, en fait, il y a les coups qui suivent, quoi. Il y a un philosophe qui a vraiment travaillé là-dessus, c'est René Girard. Il disait que quand une communauté était en crise, elle retrouve parfois une fausse unité en concentrant sa violence sur une victime. Donc le harcèlement scolaire, c'est une version de cours de récréation de ce vieux mécanisme humain. La victime devient le problème officiel du groupe, alors qu'en réalité, elle révèle le problème du groupe. Dans le harcèlement, beaucoup d'enfants ne sont pas méchants au départ. En fait, ils ont peur. Ils ont peur d'être seuls, d'être rejetés. Ils ont peur de descendre dans la hiérarchie un peu cruelle du groupe. Et donc, ils suivent. Ils rient trop fort, ils partagent une vidéo, ils disent rien. On appelle ça, dans le jargon, les témoins. La peur d'être soi-même, le bouc émissaire, fait qu'on est soulagé quand quelqu'un d'autre reçoit les coups. Et le silence devient, leur silence, devient une sorte de carburant du groupe. Et hélas, on le voit avec les faits récents en France, Lindsay, Nicolas, Lucas. À chaque fois, on retrouve cette mécanique. Il y a répétition, isolement, humiliation, alerte trop faible ou alors trop tardive. Il y a une enquête nationale en 2023 qui estimait que le harcèlement
touchait 6% des collégiens et 5% des écoliers et 4% des lycéens. Et au collège, c'est 11% des élèves qui déclarent subir de manière répétée moqueries ou insultes. Alors, ce ne sont pas des petites histoires d'enfants, ce sont des enfants ce qu'on abîme en fait. Et parce que le bouc émissaire, c'est l'enfant que le groupe sacrifie pour ne pas regarder sa propre violence. Vous distinguez aussi 4 grandes causes générales de harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors moi, je parlerais plutôt de 4 moteurs. Le premier moteur, c'est la peur de la différence, la peur d'être rejeté, la peur de devenir la prochaine cible. Beaucoup d'enfants vont suivre le harceleur pour éviter d'être mangés par la meute. C'est triste, mais évidemment, c'est très humain. On préfère parfois être du côté du rire que du côté des larmes. La deuxième peur, ou plutôt le deuxième moteur, je veux dire, c'est la recherche de pouvoir. Parce qu'à l'école, tout le monde cherche une place. Alors, il y en a qui trouvent leur place par leur style, leur talent, leur humour, leur côté bon camarade. Et puis, il y a d'autres qui recherchent leur place par la domination. Harceler, c'est une façon malade de devenir quelqu'un en diminuant quelqu'un d'autre. Le troisième moteur, c'est le groupe. Le harcèlement est rarement juste une histoire simple entre deux élèves. C'est ça qui est très complexe. Parce qu'il y a ceux qui attaquent, il y a ceux qui relaient, il y a ceux qui regardent, ceux qui se taisent. Les chercheurs rappellent d'ailleurs que le harcèlement suppose la répétition, un déséquilibre de force et une victime qui a du mal à se défendre. Le quatrième moteur, c'est une blessure non soignée, parce que certains harceleurs ont été humiliés avant d'humilier eux-mêmes. Alors bien sûr, ça excuse rien, mais ça aide à comprendre une souffrance qui ne parle pas, qui ne se dit pas, peut devenir une violence. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences, positives ou négatives, des réseaux sociaux sur les jeunes personnes victimes de harcèlement scolaire? Les réseaux sociaux ont changé la nature du harcèlement. Parce qu'avant, la victime pouvait parfois rentrer chez elle et souffler un peu. Et aujourd'hui, la cour de récréation, elle entre dans la chambre, dans le lit, elle entre dans la poche. Voilà, le téléphone devient une porte que la violence pousse de l'intérieur. Le premier danger, c'est donc l'absence de refuge. La moquerie, les railleries ne vont pas s'arrêter à 17h, quoi. Ça va continuer le soir, le week-end, pendant les vacances. Le deuxième danger, c'est l'effet de foule. Une insulte peut être vue par toute la classe et une photo peut circuler en quelques secondes. Donc une rumeur peut devenir une vérité sociale juste parce qu'elle est partagée. Et sur les réseaux, la cruauté prend évidemment beaucoup de vitesse. Troisième danger, c'est l'anonymat. Le pseudo donne du courage aux lâches. Donc les conséquences peuvent être dramatiques. Les réseaux sociaux ne sont pas uniquement un poison, ils peuvent aussi devenir un outil de défense. Une capture d'écran, c'est une preuve. Un signalement, c'est un début d'action. Un message envoyé à un adulte, c'est parfois la toute première main qu'on peut tendre. Alors en France, il y a le 30-18 qui existe justement pour ça. Écouter, conseiller, accompagner les victimes, les témoins, les familles. C'est gratuit, c'est anonyme. Et le ministère rappelait aussi que le 30-18 peut aider à faire supprimer des contenus ou des comptes préjudiciables pour les victimes. Que pensez-vous du programme phare mis en place pour signaler et réduire le harcèlement scolaire? Alors moi, je pense que ça va dans le bon sens. Enfin, on dit clairement, le harcèlement, c'est pas une petite affaire privée entre élèves, c'est une affaire d'établissement, une affaire d'adultes, une affaire de communauté. Et puis ça a le mérite de poser un cadre, prévenir, repérer, signaler, traiter. Et depuis la rentrée 2023, il est obligatoire dans les écoles, collèges et lycées avec des coordinateurs harcèlement et une sorte de protocole national de traitement des situations. Maintenant, phare, c'est pas une baguette magique. Un protocole ne protège absolument personne s'il reste dans un classeur ou dans un ordinateur. Donc, il faut des adultes qui soient formés, disponibles, rapides. Il faut du temps, il faut du courage. Il faut aussi accepter que le harcèlement, il va se cacher dans les toilettes, dans les couloirs, les groupes privés, les silences, les téléphones.
Vous êtes également l'auteur de la pièce Flashman. Dans la pièce, le public est plongé dans une histoire dont il devient acteur. Cette histoire, elle pose une question centrale. Peut-il y avoir de simples témoins quand on parle de harcèlement ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est vraiment un phénomène de groupe, pas seulement un duel entre deux élèves. Donc dans Flashman, cette question, j'ai voulu la rendre centrale. Manon dit qu'un témoin participe à la dynamique générale parce qu'il peut chercher à se faire bien voir du harceleur par peur d'être harcelé à son tour. Et Cédric, le père, ajoute une phrase, parfois on est soulagé que les coups tombent sur quelqu'un d'autre. Et c'est dur à dire, et c'est vrai. Parce que le témoin a peur de devenir la prochaine cible. Alors, il va se protéger, il va rire un peu, il se tait beaucoup, il va espérer que ça passe. Mais dans une cour de récréation, un rire peut devenir une autorisation. Et une vidéo partagée, aujourd'hui, c'est une arme. Et un silence, ou les silences, c'est un abri pour celui qui va harceler. Donc il n'y a pas de témoin neutre. Il y a des témoins qui peuvent être paralysés, qui peuvent être lâches, prudents, qui peuvent être courageux. Et surtout, il y a des témoins qu'on peut aider à devenir des alliés. Euh, c'est ça, c'est dans le harcèlement, regarder sans agir, c'est déjà laisser la meute croire qu'elle a raison. Et donc, il faut inciter les jeunes témoins à prendre parti, évidemment, pour la victime. Et il y a vraiment une éducation à faire, une éducation anti-harcèlement. On vient de parler de la pièce dont vous êtes auteur. Selon vous, quel rôle le théâtre peut-il jouer contre le harcèlement ? Alors, évidemment, je pense que le théâtre peut jouer un rôle très fort parce qu'il met des corps devant des corps. Le harcèlement adore les secrets. Les coins de couloirs, voilà, les groupes WhatsApp, les regards qui glissent. Et le théâtre, lui, va rallumer la lumière. Il oblige à regarder. Et surtout, il va transformer le spectateur en témoin. C'est ce que j'ai voulu faire. Quand un enfant voit une scène de harcèlement au théâtre, il ne peut plus dire complètement je ne savais pas, parce qu'il a vu, il a ressenti, il a parfois ri, parfois eu honte de rire, et parfois eu envie d'intervenir. C'est vraiment un travail moral. En France, on utilise d'ailleurs le théâtre forum dans des actions de prévention. Les élèves regardent une situation, en parlent, et puis ils peuvent tester d'autres réactions possibles. Ils répètent le courage avant d'en avoir besoin dans la vie. Parce qu'on apprend à se demander, et moi, à sa place, qu'est-ce que je ferais ? À la place de la victime, à la place du témoin, à la place du parent, et même à la place du harceleur. C'est exactement ça pour moi la puissance du théâtre, c'est dire une vérité trop dure sans écraser celui qui l'entend. Parce que le théâtre ne donne pas de leçons, ça serait vraiment ennuyeux. Il donne des secousses, et parfois une secousse vaut mieux qu'un sermon. On remercie encore une fois Vincent Cespedes pour avoir répondu à nos questions. On se reverra ensuite pour la deuxième partie sur le harcèlement, où on interrogera Anne-Sophie Paté, metteuse en scène de la pièce Flashman.